Salut, c'est Romain, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce jour numéro 7 du défi que je t'ai lancé il y a quelques jours déjà, il y a 7 jours justement, à propos de faire un quart d'heure de maths tous les jours. Alors, la petite introduction que tu as vue, c'était un logo en 3D que j'ai réalisé, pas avec un logiciel, que j'ai réalisé avec des mathématiques et de la physique, tout simplement. Alors si ça te fascine, les images en 3D, moi c'est quelque chose qui m'a fasciné de nombreuses années à ton âge. Eh bien j'étais déjà en train de fabriquer des images en 3D sur mon ordinateur, un peu comme un geek, hein, je dois bien le dire. J'utilisais pas de logiciel, j'utilisais de la programmation et des formules de maths et de physique, tout simplement. Là, pour faire cette image-là, j'ai dû apprendre beaucoup plus de choses et j'ai dû notamment lire un bouquin énorme comme ça, vraiment épais comme ça, qui explique ce qu'on appelle les équations du rendu en informatique, en infographie, c'est-à-dire les équations qui permettent de calculer la couleur d'un pixel pour une image en 3 dimensions. Tu sais, quand tu vas au cinéma, par exemple, quand tu vas voir un film de Pixar, je ne sais pas si tu connais Le Monde de Nemo, par exemple, moi c'est des films qui me fascinent, hein. Le Monde de Nemo, les Toy Story, les Monstres et compagnie, etc., ou les Shrek, ça c'est pas Pixar, mais voilà, quand tu vas voir tous ces films-là, ou même des films où tu as des vrais acteurs, mais quand il y a des effets spéciaux, eh bien, tu as très souvent de la 3D. Et pour calculer la 3D, tu sais qu'il y a énormément de formules et énormément de maths derrière tout ça. C'est fascinant. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler des heures. Et en fait, tu sais, au cinéma, notamment pour créer ces films-là, pour calculer les images. Par exemple, si on prend un Toy Story, pour calculer les images d'un Toy Story, tu sais, on a besoin de 24 images par seconde au cinéma pour que l'image ou le film nous apparaisse de manière fluide et que ce ne soit pas une succession de photos. Tu sais, avant les dessins animés, comment les gens faisaient pour créer des dessins animés, tu sais, Bibi le Coyote ou alors Tom and Jerry, tous ces dessins animés-là, vieux, eh bien, c'était dessiner une image après l'autre. Donc il fallait énormément de temps. Aujourd'hui, eh bien, tu as des artistes qui vont modéliser des personnages en 3D, qui vont les texturer, qui vont leur mettre des écailles ou des plumes ou des choses comme ça, et ensuite ils vont pouvoir les animer. Et en fait, la manière dont c'est calculé, c'est qu'à chaque fois, on a besoin de calculer quand même la lumière, les ombres, bref, tout l'environnement lumineux qui va entourer le personnage et qui va faire que tu vas obtenir une super image. Et chaque image, tu en as besoin de 24 par seconde. T'imagines pour un film comme celui-ci, comme Toy Story, ou comme Le Monde de Nemo, ou comme Monstres et compagnie, ou comme Fourmise, si tu connais. Et en fait, chaque image va avoir besoin de quelques heures de calcul. Et c'est pour ça que ces genres d'entreprises, elles ont des énormes ordinateurs, même des salles entières d'ordinateurs qui calculent leurs images. Donc une fois que les artistes ont bien travaillé, hop, ils envoient ça dans leur ferme de calcul, on appelle ça, qui calcule les images. Et il y a des images qui prennent énormément de temps à calculer. Donc c'est pour ça que pour créer 24 images par seconde, ils ont besoin de jours entiers de calcul. Et pour pouvoir rendre le film, on appelle ça, c'est du rendu. Pour pouvoir faire le calcul du rendu, ils ont besoin de journées entières de calcul, parfois même des semaines entières. Voilà, je voulais te parler de ça. Les équations de rendu, c'est passionnant. Il y a énormément de maths derrière, notamment des intégrales, des méthodes vraiment avancées, hein. Je ne peux pas vraiment t'en parler ici. Il y a vraiment beaucoup de choses derrière tout ça, beaucoup d'outils mathématiques, et surtout, ça s'appuie sur de la physique, sur voilà, la manière dont les rayons lumineux réfléchissent sur les surfaces et rebondissent, si tu veux, et puis rebondissent encore et rebondissent encore et rebondissent encore, ce qui fait que la couleur d'un mur, c'est très nuancé en fait quand tu regardes de plus près. Bref, je ne vais pas t'en parler plus parce que je pourrais t'en parler des heures. On va corriger les exercices que je t'ai donnés hier. Si tu passes en seconde, je t'avais donné un petit exercice tout simple. C'était celui-ci, c'était de factoriser 8 plus 16x plus 24x au carré. Donc là, on va faire une factorisation super simple. C'est une factorisation tout simplement par 8 parce que tu vois probablement que là, on a du 8 dans chaque nombre. Dans 8, évidemment, dans 16 et dans 24 parce que 24, c'est 3 fois 8. Donc finalement, tu peux écrire ceci, c'est-à-dire que ça, c'est une fonction. Hein. Tu vois, c'est une fonction du second degré. Si tu connais pas encore ça, si tu rentres en seconde, il n'y a pas de souci. C'est simplement que voilà, faut pas être effrayé à cause des x et des x au carré. Hein. Tu vois, ces petites choses-là, voilà, c'est juste des lettres. D'accord? Là, je factorise par 8. Factoriser par 8, ça veut dire mettre 8 devant avec un fois. Donc je mets 8, je mets le fois, et ensuite j'ouvre les parenthèses. Et là, qu'est-ce que je vais devoir mettre dans les parenthèses pour retomber sur mes pattes, pour retomber sur le calcul du dessus? Je vais devoir mettre un 1,
parce que 8 fois 1, ça va bien te donner 8. Ensuite, je vais devoir mettre 2x, parce que 8 fois 2x, donc 8 fois 1, ça te redonne 8. 8 fois 2x, ça fait combien? Ben, ça fait 16x en fait. Et enfin, plus à la fin, 3x au carré. Pourquoi? Parce que 8 fois 3, x au carré. Le x au carré, si tu veux, il reste là tranquille, juste à côté en fois aussi. Hein. C'est un fois, hein, tout ça. Hop. Et 8 fois 3, ça fait tout simplement 24. Voilà, donc là c'est la factorisation que tu peux faire si tu rentres en seconde. On pourrait peut-être aller plus loin si tu es en première S, enfin si tu rentres en première S ou en terminale S. Simplement, je vais m'arrêter là. Je voulais juste te parler de la factorisation par un élément commun, tu sais. Je te donne un autre exemple. Si tu as par exemple 4x moins, on va dire, 8, là tu pourrais factoriser par combien? Par 4. Tout simplement. Et ça sert de factoriser parce que ça permet de simplifier les calculs de temps en temps. Toi, tu mets 4, et là, tu vas mettre un x, et derrière, tu vas mettre un 2. Tu gardes le moins entre les deux 1. Voilà, comme ça, n'hésite jamais à redévelopper pour être sûr. Bah, si tu redéveloppes en mettant une petite flèche, tu obtiens 4x moins 8. Voilà, on passe à la suite, c'est parti. En première S, je t'avais donné un exercice comme celui-ci, c'était un triangle rectangle et avec deux longueurs égales, il est donc isocèle. Tu avais ici 4 et 4, il me semble, 4 et 4, voilà. Et je t'avais dit que ici on avait une longueur x en rouge, et on l'a retrouvé ici, cette longueur x. Voilà, et donc ça te forme un triangle ici. Voilà, et ce triangle, voilà, un petit triangle rouge ici, à l'intérieur du grand bleu. Voilà, et l'idée c'est de savoir, de résoudre, de savoir quelle valeur de x va te donner un triangle rouge, et est-ce que c'est possible? Peut-être même que c'est impossible, parce que j'ai complètement inventé ce problème, et peut-être que c'est pas possible en fait. Quand est-ce que l'aire du triangle rouge vaut la moitié de l'aire du triangle bleu? Tout simplement. Donc toi, ce que tu fais, c'est aire du triangle rouge, d'un côté. Alors tu te souviens de l'aire d'un triangle, hein? L'aire d'un triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est l'un des côtés. Il faut la hauteur issue de cette base. La hauteur, je t'en parlais il y a 2 jours, je crois. C'est la droite qui passe par le sommet opposé et qui va... Regarde, la base dans un triangle comme ceci, un triangle quelconque, on va dire. Hop. Et bien si je prends en dessous, c'est la base. Donc là, il y a le petit truc qui dépasse, c'est pas grave. Et la hauteur, c'est tout simplement cette longueur-là. Tu vois? Avec un angle droit ici. Voilà. Donc ça, c'est la hauteur en noir. Ici, dans un triangle rectangle, il n'y a pas à se soucier de quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile. Tu prends comme base, par exemple, ceci, le x, et ça va te donner x fois la hauteur. C'est quoi la hauteur issue de cette base? C'est tout simplement cette longueur que je vais te montrer en vert, c'est celle-ci. Voilà. Quelle est cette longueur? Vu que le tout fait 4, j'aurais peut-être dû mettre une accolade. Hop, le tout fait 4, c'est 4 moins x. Parce que c'est 4 moins la petite longueur rouge. Donc la longueur verte, c'est 4 moins x. Ça marche? 4 moins x. Je peux le mettre juste en dessous. C'est cette longueur de là à là. Donc finalement, tu te retrouves avec un 4 moins x. Alors je vais peut-être le noter en bleu. Hein, fois 4 moins x. Voilà, le tout sur 2. Ça te donne ton aire du triangle rouge. Première étape. Tu vois, c'est pour ça que les maths, c'est pas mal. Ça te permet de raisonner par étapes, de manière claire. Tu vas te concentrer sur un petit bout du problème, l'aire du triangle rouge ici, et ensuite, on va se concentrer sur l'aire du triangle bleu. C'est pour ça que c'est super puissant comme matière, tu vois. Ça t'oblige, quelque part, à te concentrer sur un point précis, comme un laser, en fait. Tu vois, un laser, il se concentre en un point précis, et il travaille là-dessus. Toi, c'est pareil, en fait. En mathématiques, il ne faut pas essayer de répondre à la question tout de suite. Il faut se concentrer sur chaque bout de la question, et essayer de trouver un truc sur ce bout de la question. Là, la question, c'était quand est-ce que l'aire du triangle rouge est égale à la moitié de l'aire du triangle bleu? T'inquiète pas, on va y venir. Pour l'instant, on s'intéresse à l'aire du triangle rouge. Tu vois, la première partie de la phrase, de la question. Si tu comprends ça, si tu réussis à faire ce genre de choses, tu vas vraiment progresser en maths. L'aire du triangle bleu, qu'est-ce que c'est? L'aire du triangle bleu, bon, là, je vais noter les choses assez vite. Du tri bleu, c'est égal toujours à base fois hauteur divisé par 2. Ton triangle bleu, c'est un triangle rectangle ici. Donc, il n'y a toujours pas de souci. La formule s'applique directement. Tu peux prendre comme base tout ce côté en bas, par exemple. Et ça va te donner, la hauteur, ça va te donner 4. Parce que la hauteur, c'est cette longueur totale ici, à gauche. Donc ça va te donner 4 base fois hauteur divisé par 2. Voilà, donc ça te fait 4 fois 4, 16. 16 sur 2, ça te fait combien? 16 sur 2, tu prends pas ta calculatrice, hein, ça te fait 8, tout simplement. Maintenant, ça y est, tu mets l'équation et tu poses l'équation, Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas mettre en équation, voilà, je cherchais le terme. La question c'était, je répète,
quand est-ce que, pour quelle valeur de x plus précisément, donc tu sais que tu cherches le x, ça c'est très important. Pour quelle valeur de x, l'aire du triangle rouge est égale à la moitié de l'aire du triangle bleu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que ce triangle rouge soit égal, ou l'aire plutôt, soit égal à 1,5, c'est-à-dire la moitié fois ça. Tu vois, la moitié de, c'est la moitié fois. Donc là, tu écris cette équation. Donc mise en équation, juste en dessous. Tu vois, cet exercice déjà, il est plus compliqué. Hein. Il est plus compliqué que ce que je t'ai donné jusqu'à présent parce qu'il y a une mise en équation, il y a plusieurs petites étapes. C'est des problèmes à étage en fait. Bon, je vais aller un petit peu vite parce que j'aimerais quand même te poser d'autres questions derrière. Mise en équation, on va aller très vite ici. Hein. C'est, hop, x fois 4 moins x, le tout sur 2, égale 8. Là, tu mets le 2 de l'autre côté, tu te souviens, de chaque côté, tu fais quelle opération? 1 fois 2. Donc tu fais 1 fois 2, je t'encourage vraiment à raisonner comme ça, je le répète constamment. Ne passe pas un nombre de l'autre côté, tu le fais que quand tu es à l'aise, ça. Il faut que tu te dises quelle opération je fais de chaque côté du égal. Donc là, ça te l'enlève de la gauche et tu obtiens x fois 4 moins x égale 16, tout simplement. Voilà, je vais un peu vite, hein, j'espère que je me trompe pas, parce que hier je me suis trompé dans un petit calcul en allant trop vite justement, mais c'est pas grave, parce que je fais les explications en même temps, de temps en temps, je vais trop vite. Là, si tu développes, ça va te donner, je suis obligé de développer, tu vois, parce que le x il est en deux endroits, donc je vais obtenir 4x moins x au carré. Tu sais quoi, on veut moins x au carré, moins 16, je vais passer le 16 ici, égale 0. Voilà, donc j'obtiens cette équation, tu sais quoi, on peut passer tout à gauche, ça peut être pas mal pour enlever les moins. Donc je vais mettre x au carré, si tu veux je le remets comme ça fait 0 égal, mais tu vois je vais le mettre de manière naturelle, donc x au carré moins 4x plus 16 égale 0. Donc là il y a encore beaucoup de travail quand même, faut quand même pas... alors j'avais pas forcément prévu ça, pour être honnête avec toi. Alors si tu es en première S et si tu passes en terminale S, enfin si tu étais en première, tu as vu la méthode avec le delta pour résoudre ce genre d'équation. En seconde c'est pénible parce que tu sais on passe par la forme canonique, etc. Et ça on ne l'utilise plus par la suite la forme canonique, parce que justement on utilise la formule avec le discriminant delta. Donc là, en fait, ce que je t'encourage à faire, peut-être, bon, on peut le faire très rapidement, la mise sous forme canonique. Donc je vais le faire ici. Hop, la mise sous forme canonique, tu sais, je vais te faire très très vite, tu fais x moins 2, le tout au carré. Voilà, parce que ça, si tu développes, ça fait x au carré, moins 4x justement, tu te souviens de ton identité remarquable, plus 4. Donc là, tu fais un moins 4 derrière, et tu as toujours le plus 16 derrière, égal du coup 0. Et là, tu te rends compte qu'il ne va pas forcément y avoir de solution, parce que tu vas obtenir x moins 2, le tout au carré, moins 4 plus 16. Si tu n'es pas sûr, hein, tu vois, tu peux redévelopper tout ça, et tu vas voir que tu retombes exactement sur ceci. X au carré, moins 4x plus 4, moins 4 plus 16. Voilà, et là, tu vas obtenir moins 4 plus 16, ça te fait tout simplement plus 12. Et là, c'est une équation impossible, parce que regarde, si je passe le 12 de l'autre côté, tu obtiens x moins 2, le tout au carré, égale moins 12. Et comment un carré, si je le dis en français, peut être égal à un moins 12? C'est pas possible parce qu'un carré, c'est toujours positif, tu sais? Donc il n'y a pas de solution. Voilà, désolé, j'avais pas forcément prévu ça, c'est pas grave, ça existe. Il y a plein de problèmes qui n'ont pas de solution. Donc là, il n'y a pas de x, il n'y a pas de cas, si tu veux, où le triangle rouge est égal, ou son aire plus précisément, vaut la moitié du triangle bleu. Voilà. Donc on a résolu ce problème, je vérifie très rapidement, le delta, si tu es en première et que tu passes en terminale, si tu étais en première, ça fait b au carré, donc ça fait... Donc là, si tu étais en seconde, c'est pas grave, c'est juste une petite vérification de mon côté. Donc ça fait b au carré, ça fait 16, moins 4 fois, voilà, fois 1, tout simplement, fois 16. Et ça, on va clairement être dans le négatif ici. Donc le delta est négatif, pas de solution si tu étais en première cette année. On passe à la suite. Exercice, si tu passes en terminale S, je t'avais donné une suite définie par récurrence de cette manière. Un plus 1 égale un sur 1 plus un. Voilà, je regarde l'heure pour voir, pour être sûr qu'on ne dépasse pas. Parce qu'en fait, ma caméra a une durée limitée d'enregistrement et j'ai pas envie de faire trop de montage derrière. J'ai envie que ce soit simple et pas trop long, surtout pour toi. Donc là, regarde, je t'avais demandé de calculer U1 et U2. Et pour calculer U1 et U2, il suffit de prendre cette relation que j'encadre en noir et de bien remplacer le n. Dis-toi bien ça. C'est pas un truc compliqué, c'est juste du remplacement de n. Par quoi je dois remplacer n pour trouver U1? Bah par 0. Parce que si je remplace n par 0, là j'obtiens U0 plus 1 est égal à U0 sur, tu vois, je remplace partout le n dans cette relation en noir par 0.
sur 1 plus U0. Et le U0, je le connais. Donc tu vois, là j'obtiens justement U1. C'était ça le but de la manœuvre. Moi je voulais U1. Tu vois, tu voulais calculer U1. Donc c'est pour ça qu'on a remplacé le N par 0. Mets bien sur pause et prends bien le temps de comprendre ça si c'est pas très clair. Là ça te donne 1, donc U0 c'est 1 parce que c'est donné, sur du coup 1 plus 1, donc 2. Hop, plutôt ici 1 plus 1, donc 2. Donc ça te fait un demi. Ça y est, tu as le U1, tu l'encadres, et ensuite on te demande U2. Donc ça, c'était le calcul de U1. N'hésite pas à mettre des petits points comme ça pour clarifier ta copie. C'est toujours important d'avoir une copie claire. Alors sur ton brouillon, tu peux faire ce que tu veux, on est d'accord. Sur ta copie, une fois que tu réécris les choses, eh bien, tu peux mettre des petits points comme ça. Donc là, c'est reparti, tu vois comment je calcule U2. Je reprends cette relation tout là-haut, et je remplace N par combien? Par 1. Parce que si je remplace N par 1, tu vois, j'obtiens U1 plus 1, donc c'est U2. C'est ce que je veux. Donc c'est pour ça que je remplace N par 1, tu comprends? Là j'obtiens U1 plus 1, si tu veux je peux le renoter comme ça, et donc ça va te donner U1 sur 1 plus U1. Donc là je vais aller un petit peu vite dans le calcul, ça va te donner 1 demi sur 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi ça te fait combien? Tu peux mettre au même déno juste en dessous, ça te fait 2 demi plus 1 demi, bref ça fait 1,5 en fait, ça fait 3 demi, tu vois? Donc ça te donne 1 demi. Regarde bien, le trait de fraction principal est au niveau du égal sur 3 demi. Voilà. Comment tu divises par une fraction? Bah, tu multiplies par l'inverse de cette fraction. Donc tu prends ton 1 demi et tu dis c'est 1 demi. Tu le remets au niveau du égal fois l'inverse, fois 2 tiers du coup. Voilà. Et donc là, les deux s'en vont. Tu n'es pas obligé de faire le calcul de 2 fois 3 en dessous, parce que ça fait 6. Bon, c'est vrai, mais bon, au-dessus, tu vas avoir 2 sur 6. Donc 2 sur 6, tu vois, les deux s'en vont, ça te fait 1 tiers. Voilà. Et je t'avais demandé la conjecture suivante. Quelle est la conjecture sur le sens de variation de cette suite? Est-ce qu'elle a l'air croissante? Est-ce qu'elle a l'air décroissante? Regardons bien. Tu obtiens 1 au début, ensuite 1 demi, ensuite 1 tiers, on peut presque deviner la suite, 1 quart, 1 cinquième, bon ça serait à vérifier. En tout cas, 1 demi, 1 tiers, tu obtiens donc, si on met sous forme décimale, pour bien se rendre compte des nombres, ça fait 1, 0,5, 0,333, bon bah elle a l'air de descendre. Voilà, donc tu écrirais ça sur ta copie. Notre conjecture, c'est que le sens de variation de la suite, bah ça a l'air d'être une suite décroissante. La suite, tu peux le mettre comme ça, semble décroissante. Voilà, j'espère que tu as compris ces petits exos. Ça, c'est vraiment des questions que tu peux avoir au bac ou dans les exos de première ou de terminale. Je te donne tes exos pour demain. Donc, si tu passes en seconde, tu résous cette inéquation. 5 facteurs de x moins 2 plus petit ou égal que 4x moins 2. Voilà. Si tu passes en première S, bon, bah, tu peux faire ce petit exercice de statistique pas très compliqué. Alors là, je fais le diagramme, tu vois. Imagine, tu demandes à une classe aux élèves quelle couleur ils préfèrent. Tu as des gens qui vont te répondre rouge, d'autres vert, d'autres bleu, hop, et d'autres, on va dire mauve. Bon, même si mauve, à mon avis, c'est pas une couleur que, que beaucoup de gens aiment. Ensuite, imagine, là, tu vas avoir 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Imagine, tu as des unités ici, 4. Là, tu vas avoir, allez, on monte un peu plus, donc 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, et là, tu peux avoir un 2. À mon avis, c'est pas très réaliste parce que tu vois, la couleur bleue, c'est une couleur que généralement les gens aiment bien. Est-ce que tu aimes bien cette couleur, le bleu? Moi, j'avoue que j'adore le bleu. C'est peut-être ma couleur préférée. Donc là, tu vas avoir 2. Et pour le mauve, on va dire, tu vas avoir un 3. Voilà. Et la question, c'est tout simplement, tu peux en faire deux des questions. Quel est le pourcentage de personnes qui préfèrent le rouge? Donc le pourcentage de personnes qui préfèrent le rouge. C'est ça la question. Voilà. Donc là, en ordonnée, c'est vraiment le nombre d'élèves à chaque fois. Nombre d'élèves qui ont kiffé la couleur. Ça marche? Qui préfèrent cette couleur. Et tu peux faire aussi le diagramme circulaire qui correspond à tout ça, qui correspond à ce diagramme ici en bâton. Voilà. Autre question, si tu passes en terminale, eh bien la question c'est trouver le sens de variation de cette fonction qui a l'air compliquée, mais en fait qui ne l'est pas forcément. Trouver le sens de variation. Tu sais, trouver le sens de variation, c'est savoir si elle est croissante ou décroissante, ou si oui, sur quel intervalle. Tu vois? Parce qu'elle peut être croissante d'abord, puis ensuite décroissante, puis ensuite croissante. Tu vois? Donc là, tu vas avoir f de x. Bon, souvent, on n'a pas beaucoup d'imagination, nous, en maths. Les fonctions, on les appelle f de x. Ouais, c'est vrai qu'on devrait travailler l'imagination, je suis d'accord avec toi. Ça fait x au cube plus 15x au carré. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une fonction du troisième degré, un polynôme plutôt du troisième degré.
moins 5, et tu étudies cette fonction sur moins 10, 10. C'est-à-dire que le x, il se balade, il se promène entre moins 10 et 10. Voilà, je te laisse faire ça. Petite astuce, il faut dériver la fonction. Souviens-toi que la dérivée, c'est un outil qui permet de savoir comment une fonction varie. Si tu étudies le signe de la dérivée, ça va te donner les variations de la fonction. Voilà, si tu veux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour arriver sur mon blog et tu peux télécharger gratuitement ce guide en mettant juste ton email et tu le reçois au format PDF. Tu peux le lire, c'est rapide à lire et ça va te donner plein d'astuces pour être dans la meilleure forme possible et pour surtout utiliser 100% de ton potentiel cette année scolaire et vraiment pour cartonner cette année en maths et aussi dans les autres matières. Voilà, je te dis à demain dans la prochaine vidéo et on tient bon sur le défi, si tu me suis, on tient bon.